Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Le numéro 3 du coup de Point Ciné, le troisième épisode. Pour les nouveaux venus, je rappelle le concept, je parle de tous les films que j'ai été voir dans le mois en question en salle. Ça ne veut pas dire que ces films sont sortis forcément le mois en question au cinéma. Ça veut dire tout simplement que j'ai été les voir durant ce mois-ci. Donc là en l'occurrence pour cette vidéo, septembre 2021, où il y aura un peu moins de films, puisque forcément en septembre c'est la reprise des cours. J'ai donc eu moins le temps d'aller au cinéma, mais quand même 8 films, c'est pas mal. Ça va encore baisser après, hein. Après ce sera une moyenne de 4-5 films. 8 films totalement différents, des bons, des mauvais. Je vais vous donner mon classement à la fin de la vidéo. Je vous donnerai mon classement, alors pas à l'oral, je vous mettrai une image vite fait. Et du coup c'est parti. Pour le premier film, on va parler d'un film qu'on attend depuis maintenant qu'on attendait depuis, je crois, il me semble 2 ans et demi, 3 ans. Et c'est donc un film de Marvel Studios, un film que personnellement j'attendais pas tant que ça, parce que ça développe l'histoire d'un personnage qu'on ne connaissait absolument pas, qui n'avait pas du tout fait d'apparition dans aucun film Marvel avant. C'est donc la première adaptation ciné de ce personnage, et je dois dire que ça m'a plutôt convaincu comme tout le monde. C'est le film Shang-Chi, la légende des 10 anneaux. Vous connaissez mon amour pour Marvel, hein, mes premières vidéos c'était que sur Marvel et sur les super-héros en général. Hein, et voilà, j'ai un pull Marvel, là, derrière il y a une affiche Marvel, j'ai une casquette Iron Man, là en haut il y a des pop Marvel, enfin bref, je suis un grand fan de Marvel. Là où Marvel me déçoit en ce moment, c'est au niveau des séries qui sont diffusées sur Disney+, donc WandaVision, Falcon and the Winter Soldier, Loki, j'ai même pas encore commencé What If et j'ai pas envie, mais bon, je vais le faire. En revanche, au cinéma, je trouve que la qualité est encore au rendez-vous et tant mieux. Hein, j'avais peur qu'après Endgame ou même après Far From Home, ça descend au niveau de l'engouement des gens, au niveau du sérieux artistique, puisque voilà, les grands Avengers, les vrais Avengers ne sont plus là. Mais en fait non, les films restent bons, enfin ça a l'air en tout cas, on verra par la suite, mais pour l'instant ça va. Et du coup Shang-Chi, très cool, encore une fois ça développe l'histoire d'un personnage qu'on ne connaissait pas et qu'on connaît du coup maintenant, qui est joué par Simu Liu, qui est un acteur génial et qui est ultra charismatique dans le film. C'est un des super-héros Marvel les plus charismatiques qu'on ait, je pense, jamais vu au cinéma. Mais enfin, après c'est mon avis. Hein. Il est aussi attachant, il est même drôle, surtout au début du film. Il y a d'autres personnages drôles, comme sa pote, j'ai oublié son nom, mais sa pote qui le suit tout au long du film. Il y a des autres personnages qui sont très attachants. Tous les personnages sont là pour quelque chose. Il y a un ou deux comic relief, comme Trevor Slattery, qui est joué par Ben Kingsley, qui avait déjà joué ce rôle dans Iron Man 3. Donc lui et son animal de compagnie, c'est des comic relief. C'est un peu dommage, mais franchement, si t'enlèves les deux là, je trouve qu'ils ont tous leur utilité dans l'histoire, et je pense même que Trevor Slattery a son utilité dans l'histoire à un moment. Donc voilà, tous les personnages fonctionnent. Bon, il y en a qui sont un peu là pour le fanservice. Wong, par exemple, c'est pas forcément utile de le mettre là maintenant. Abomination, il fait une petite apparition. Encore une fois, ça aussi c'est pour le fanservice, mais ça marche, donc pas de problème. Rien de surprenant, le budget est là, l'évolution technique est là depuis longtemps, donc forcément que d'un point de vue visuel, esthétique, le film est juste parfait, bien sûr, bluffant, tout ce que vous voulez. C'est vrai que la scène, l'affrontement final, j'ai envie de dire, le combat final, il claque sa mère. Parce que d'habitude, voilà, c'est des super-héros qui se battent, il y a peut-être un ou deux intervenants sympas, c'est tout. Là, c'est un gros bordel, t'as deux armées qui se battent, t'as Shang-Chi et son père qui se battent, t'as plein de créatures qui viennent de la mythologie chinoise qui se battent aussi, qui sont gigantesques, qui sont très bien faites et tout, donc c'est vrai que le combat final c'est un gros bordel, et ça marche parfaitement, c'est très beau. Une autre scène qui a attiré mon attention, c'est la toute première, qu'on voit dans la bande-annonce. Là aussi, je sais pas vraiment expliquer pourquoi, mais j'avais vraiment l'impression de voir quelque chose de nouveau, quelque chose de jamais vu, en tout cas pas chez Marvel, vraiment des effets visuels d'un autre style, d'un autre level, vraiment un truc super beau, et ça me rassure, parce que ça montre qu'encore en 2021, on peut encore améliorer, surprendre les gens par le biais des effets visuels, et ça c'est très cool. Au niveau des musiques aussi, c'est très intéressant, il y a des mélanges de rap américain, parce que le film se déroule aux États-Unis en partie, et de mélodies chinoises parce que le film se déroule en Chine en partie et tourne autour de la Chine. Donc il y a un mélange comme ça qui est fait. C'est un reproche que j'avais fait à Tokyo Drift, qui lui ne faisait pas du tout ça, ça se déroule au Japon, mais le film est beaucoup trop américain, et là pas du tout. Là où le film innove, et je trouve qu'il a tort de le faire, par rapport aux précédents films Marvel encore une fois, c'est au niveau des scènes d'action qui sont à mes yeux beaucoup trop stylisées, chorégraphiées, elles font pas du tout réalistes. Bon, bien sûr, chez Marvel, ça n'a jamais été le but de faire quelque chose de réaliste, mais au niveau des scènes d'action, ça a toujours été quelque chose de, entre guillemets, normal et de crédible, peu importe dans quel film. Là, c'est un peu comme dans Star Wars, c'est un peu comme dans la prélogie Star Wars,
où, enfin voilà, ça ressemble plus à des danses qu'à des combats. Tu vois que tout est préparé à l'avance, que chaque centimètre, chaque mouvement est préparé à l'avance et ils se sont entraînés des semaines pour le faire. Et c'est cool, mais ça décrédibilise complètement l'œuvre en fait. Je préfère largement un combat fait en impro limite, enfin en impro quand même pas, mais avec un peu d'impro, qu'un truc à 100% entre guillemets maîtrisé et préparé, où c'est vrai que ça fait beaucoup moins naturel et c'est pas beau. Et le film fait aussi quelque chose que Marvel ne fait presque jamais, et là encore je trouve que c'est une grave erreur, c'est les comic relief, les relâchements humoristiques tout le temps. Que ce soit grâce à Trevor Slattery, à son animal, à la pote de Shang-Chi, il y a tout le temps, peu importe à quel niveau de sérieux dans l'histoire, il y a toujours des relâchements humoristiques. À chaque fois, même en plein climax, à la fin, dans la scène de combat, c'est vraiment la scène la plus sérieuse du film, c'est vraiment celle qui va tout déterminer. Et même à ce moment-là, il y a une vanne. Ils ne savent pas garder leur sérieux plus de 5 minutes, c'est affolant, c'est chiant. Il y a une vanne toutes les 5-10 minutes et c'est chiant. Voilà, je dis pas non à un film drôle, mais les Marvel, c'est pas des comédies. Bien sûr, il y a des vannes dans les films Marvel, mais 4 ou 5 par film, grand max, et surtout, ils les calent à des moments où il faut, pas en plein climax, enfin, bref. Après, pour le reste, c'est un film que j'ai trouvé très divertissant, très bien fait encore une fois visuellement, les acteurs au top, les personnages aussi. C'est un nouveau mythe qu'on découvre, un nouveau personnage qu'on découvre, et qu'on redécouvrira, puisque Shang-Chi reviendra. Bien sûr, il est encore au cinéma, et bien sûr, je vous le conseille, surtout si vous êtes fan de Marvel, même si c'est assez différent de ce que Marvel fait d'habitude. On passe à un autre film que j'ai été voir le même jour, juste après ça. Un film totalement différent, qui est réalisé par quelqu'un que vous connaissez, James Wan, qui est le réalisateur de Conjuring, de beaucoup de films d'horreur, mais également d'Aquaman et de Fast and Furious 7. Son nouveau film d'horreur, son nouveau bébé, qu'il a fait de ses propres mains, hein, un film entre guillemets indépendant, un film solo, hein, c'est pas un film qui fait partie d'un univers de Conjuring, Saw, Insidious ou je sais pas quoi. Non, c'est un seul et même film, et je l'ai trouvé chef-d'œuvresque. Mais vraiment, j'ai trouvé ce film absolument parfait, ça m'a bluffé, c'est le film Malignant. Connaissant James Wan, que j'aime beaucoup, je m'attendais à un bon film d'horreur. Donc je m'attendais à un bon film. James Wan, c'est quelqu'un à qui je fais confiance et à qui on devrait tous faire confiance. Mais je m'attendais vraiment pas à ça. Je m'attendais pas à être autant surpris, je m'attendais pas à être autant étonné devant un film. Je m'attendais à quelque chose de beaucoup plus basique. Là, ça innove scénaristiquement, techniquement un peu aussi. Au milieu du film, tu te dis ouais, c'est un bon film d'horreur, c'est divertissant et tout, mais c'est une écriture basique. Tu te dis ça au début et au milieu et même peut-être aux trois quarts. Tu te dis voilà, c'est une écriture normale, c'est un schéma narratif qu'on a déjà vu, qui est sympa, mais qui n'invente rien grand-chose. Et plus le film avance, plus tu te dis ça, par contre, j'ai jamais vu. Et quand le film est terminé, tu te dis, en fait, ce film, il est unique. C'est tellement bien écrit, c'est tellement bien trouvé. Je sais pas si James Wan l'a écrit, je pense qu'il l'a écrit, mais pas tout seul. Et c'est du génie. Bien sûr, je vais pas spoiler, hein, ce serait mieux que je puisse spoiler pour développer, mais je vais pas le faire, c'est pas le but. Mais vous verrez que plus le film avance, plus vous êtes étonné, plus il y a des révélations. À un moment, il y a un gros twist, pas à la fin, mais il y a un gros twist qui chamboule tout. Et c'est là que tu comprends vraiment tout et tu te dis, mais en fait c'est complètement logique. L'héroïne principale du film, jouée par Annabelle Wallis, que j'aime beaucoup, qui est magnifique, est hantée, entre guillemets, tourmentée par le personnage, entre guillemets, de Gabriel. Je vais pas vous dire qui est Gabriel, parce que ce serait vous spoiler le film, mais Gabriel est très bien fait. Esthétiquement, je vais pas vous mettre d'image de... Je vais rien vous mettre, parce que ce serait vous spoiler le film. Je vais rien vous mettre, mais sachez que, encore une fois, enfin voilà, bon, là je vais pas non plus être langue de bois, ça révolutionne pas le cinéma, hein, d'un point de vue technique, d'un point de vue ouais, visuel, quoique. Dans certaines scènes, c'est vrai que j'ai pas l'habitude de voir ça. Mais enfin bref, en tout cas, c'est très bien fait. Au niveau de la mise en scène de James Wan, c'est... Là par contre, génial. Il y a des plans qui suivent le personnage d'Annabelle Wallis du dessus. C'est comme si la maison n'avait pas de toit en fait. Il y a aussi pas mal de fois où la caméra se retourne, où il y a un travail au niveau de la symétrie, parce que voilà, le film tourne sur une sorte de symétrie entre le personnage d'Annabelle Wallis et
Gabriel. J'ai toujours trouvé Annabelle Wallis très talentueuse, mais dans ce film, pour moi, elle explose tout. Elle prouve clairement son talent et elle propose une performance qui s'intensifie au fil du film et qui est de plus en plus remarquable. À la fin du film, elle te fait des trucs, mais tu te dis cette meuf est trop forte. Et même au début du film où sa performance est assez basique, j'ai envie de dire, hein, et ça doit l'être, et est très bonne aussi. Donc superbe actrice et choix parfait. Et tous les autres acteurs d'ailleurs, qui sont pour la plupart pas connus du tout, qui ont des toutes petites filmographies, sont très bons aussi. Donc bref, niveau des acteurs, rien à dire. Bref, ce film est parfait. Je n'ai pas trouvé de défaut important à ce film. Pour moi, c'est un 10 sur 10. J'ai été bluffé du début à la fin. Et c'est pas une blague, hein. Je sais que le film a bien marché sans plus. Non, pour moi, enfin voilà. Pour une fois qu'on a un film d'horreur qui ne s'oublie pas au bout de 2 jours, parce que c'est toujours la même chose, franchement, faut pas s'en priver. Regardez Malignant, allez voir Malignant, ce film est génial. Voilà, tout simplement. On passe à un film qui m'a un peu moins convaincu, je vais pas vous mentir, mais que j'attendais plus. Pour plusieurs raisons, je vais vous expliquer après. Un film français qui est sorti du coup il y a quelques semaines, et que les gens n'attendaient pas forcément, et qui n'a pas du tout marché, et c'est pour moi entièrement mérité. C'est le film de Mouloud Achour, Les Méchants. Les Méchants, donc le premier film de Mouloud Achour, on n'espère pas le dernier, hein, puisque voilà, ce film n'est pas bon, mais on espère qu'il s'améliorera par la suite, hein. Il y a beaucoup de réalisateurs qui ont fait des premiers films qui n'étaient pas bons, et qui après, voilà, ils ont commencé à faire des bons trucs. Et donc Mouloud Achour, qui est le présentateur de Click, qui est une émission qui est diffusée sur Canal+, qui est une très bonne émission. J'adore Mouloud Achour, j'adore sa manière de présenter, sa manière d'interviewer les personnes qui l'interviewent, tout simplement. Il a interviewé beaucoup de gens, des stars internationales, LeBron James par exemple. Et là, il propose un film, tu ne comprends pas trop l'intérêt. Il l'a expliqué plus ou moins dans Touche pas à mon poste, où il a dit que c'était un peu un film pour faire face à une société actuelle où les médias influencent beaucoup la justice et la manière dont la justice est perçue par les gens. Hein, aussi une période un peu raciste, on va pas se mentir, où les premiers visés sont les Arabes et les Noirs, et où les autres sont un peu moins visés. Et c'est très noble de sa part, c'est très cool, c'est des thématiques qui sont importantes, et c'est une bonne idée d'aborder ça dans un film. Le problème, c'est que Les Méchants avait énormément de potentiel au niveau du casting, au niveau de Mouloud Achour, au niveau des thématiques, mais ça marche pas du tout. Il faut savoir que c'est une comédie, hein, vous l'aurez compris vu l'affiche, hein, c'est essentiellement des humoristes, Hakim Djemili, Roman Frécinet, Jimo, voilà, y a qui d'autre, Alban Ivanov, enfin bref, c'est pratiquement que des humoristes, et les vannes sont absolument nul. J'ai été choqué, moi j'adore Jimo, c'est un mec qui me fait hyper rire. Roman Frécinet, pareil, j'aime beaucoup ce mec. Hakim Djemili, je le suis sur Instagram, mais c'est quelqu'un de très drôle aussi. Même Alban Ivanov, enfin bref, c'est des très bons humoristes. Je veux dire, c'est pas la crème de la crème, mais c'est des bons humoristes qui jouent dans le film. Et pourtant, les vannes sont fades. Il y a peut-être une ou deux vannes par-ci par-là qui m'aient fait sourire ou souffler du nez, mais jamais rire. Je pense pas avoir ri une seule fois dans la salle. Cinématographiquement, comme vous aimez bien dire, je trouve qu'il y a beaucoup de problèmes. Encore une fois, au niveau des thématiques, c'est pas... Enfin, c'est bien, mais c'est pas bien. Je veux dire, c'est bien dans le fond, c'est pas bien dans la forme. Mouloud Achour introduit ces trucs, ces problèmes, les problèmes qu'il a envie de relater de manière beaucoup trop directe, beaucoup trop violente et pas crédible. T'as juste l'impression d'être dans une comédie nulle, alors que c'est des valeurs nobles, enfin des thématiques nobles qu'il essaie d'aborder. Par ailleurs, le film dure, je crois, 1h20 et ça se ressent, c'est un peu un des seuls points positifs du film, c'est qu'il passe très très vite. Il est pas bon, mais il passe très vite, du coup ça va. Mais non, le film passe beaucoup trop vite. T'as l'impression qu'il dure 20 minutes et t'as pas l'impression d'avoir vu un film, t'as l'impression d'avoir vu une vidéo YouTube ou un reportage ou n'importe quoi. Il n'y a pas de fil conducteur, il n'y a pas vraiment de sens. Tu comprends l'histoire, mais c'est pas que tu décroches, mais tu te dis bon, c'est n'importe quoi. Enfin, il n'y a rien de vraiment cohérent dans les successions d'événements, tout est toujours exagéré, voilà, enfin bon, après c'est le but, hein, c'est un peu une caricature, une satire au monde médiatique français actuel, bien sûr, mais
Voilà, c'est pathétique. En revanche, j'ai déjà parlé de la noblesse des thématiques du film, même si elles sont pas très bien abordées, c'est toujours cool de les rappeler, parce que, enfin voilà, les deux personnages principaux sont victimes du monde médiatique qui influence clairement la justice à l'heure actuelle. Et c'est vrai que c'est cool de le rappeler, c'est cool de rappeler aux gens qu'il faut avoir un minimum d'esprit critique avant de juger quelque chose. Donc ça c'est cool. Au niveau des acteurs, honnêtement, j'ai pas grand chose à dire. Ça c'est vrai que c'était cool. Au niveau des acteurs, franchement, ils sont tous bons. Jimo est bon, Roman Frécine est pareil, Majo Kassovitz, bah c'est Majo Kassovitz, voilà. Même Alban Ivanov, tous les acteurs. Et il y a aussi un acteur qui m'a impressionné. Je ne connais pas son nom par contre, c'est l'acteur qui joue Carcéral, donc le rappeur, le méchant rappeur entre guillemets du film. À ce niveau-là, ça va. Est-ce que je vous conseillerais d'aller voir Les Méchants au cinéma? Honnêtement, non. Voilà. Peut-être attendez qu'ils sortent en VOD ou. Mais franchement, non. Pour moi, ça ne vaut absolument pas la peine d'aller au cinéma pour voir ce film. C'est un échec. J'espère que Mouloud Achour va s'améliorer. Parce qu'honnêtement, je trouve qu'il a du potentiel en tant que cinéaste. Voilà, franchement, moi, quand j'ai su que Mouloud Achour allait faire un film, j'étais trop content. Parce que c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. Et je me suis dit, mais c'est génial qu'il commence une carrière au cinéma. Et j'espère que sa carrière n'est pas terminée. C'est un premier film qui est un échec pour moi. Mais ça ne veut pas dire que tous ces films le seront plus tard. Mais encore une fois, premier film. Et c'est un échec, malheureusement. Mais c'est pas faute d'avoir essayé. Et il y a du bon dans le film quand même. C'est pas non plus. C'est pas le pire film de l'univers. Mais depuis que les cinémas ont réouvert, c'est sans aucune hésitation, je pense, le pire film que j'ai vu. Au cinéma, bien sûr. Le même jour, juste après Les Méchants, j'ai été voir un autre film en espérant que ça me console avec le cinéma. Parce que après avoir vu ça, je me suis dit, mais. Please, donnez-moi un bon truc cette fois, parce que j'en peux plus. Même si le film a duré 10 minutes, j'en peux plus. Et j'ai été voir un autre film français, d'un tout autre style encore une fois. Je dis toujours ça. Un film assez ambitieux, qui a l'air un peu même américain à première vue, et qui n'est pas du tout américain. C'est le film Boîte Noire, qui lui par contre m'a énormément convaincu. J'ai trouvé ce film absolument excellent, ça m'a pas beaucoup étonné. Je m'attendais à un bon film. De toute façon, à partir du moment où il y a un film avec Pierre Ninet, c'est que c'est forcément un bon film. Pierre Ninet, dont on a parlé dans la précédente vidéo d'ailleurs, qui, comme d'hab, est excellent. C'est une histoire captivante, presque passionnante, assez instructive aussi, parce qu'on apprend des choses sur comment se déroule le traitement des boîtes noires dans un avion, parce que moi je savais pas du tout. Donc t'apprends des choses, en même temps tu te divertis énormément, parce que le film est très divertissant, bien sûr. Un très bon scénario du coup, très bien écrit, une enquête qui tu décroches pas. C'est une enquête vraiment, encore une fois, captivante du début à la fin, qui évolue correctement, qui est bien ficelée, qui est bien. Là, pour le coup, ce qu'il n'y avait pas dans Les Méchants, il y a un vrai fil conducteur et ça se ressent de ouf et c'est génial. Et une très bonne réalisation aussi, d'un point de vue plus technique, plus visuel, c'est d'une très bonne qualité. La photographie du film est juste incroyable. Tu le vois rien qu'à l'affiche que c'est une photographie qui tire vers le bleu, un peu vers le gris. C'est très sombre tout le long du film, à la manière d'un autre film qui est sorti il y a quelques mois qui est excellent aussi, qui s'appelle Sound of Metal, qui a gagné l'Oscar du meilleur son. Donc à la manière de Sound of Metal, ce film utilise encore une fois le son parfaitement. Le métier du personnage de Pierre Ninet, c'est d'analyser en fait les enregistrements des boîtes noires pour avancer dans les enquêtes des crashs d'avion. Je pense que vous connaissez un peu le principe d'une boîte noire. Et par conséquent, quand il enlève son casque, quand il arrête l'enregistrement, quand il y a des latences, quand il y a toutes sortes de trucs qui sont relatifs au son, eh bien tu l'entends aussi. Et du coup ça fait que au final le mixage sonore du film, c'est un truc de dingue. C'est chaque seconde, comme dans tous les films, mais chaque seconde au niveau sonore est gérée à la perfection. Il y a beaucoup de modifications à apporter, il y a beaucoup de plus à apporter, et ça fait un film qui est non seulement visuellement agréable, et auditivement aussi. Encore une fois, une enquête très divertissante, mais qui est tellement bien faite que tu as l'impression des fois de devoir faire partie du service de Pierre Ninet pour comprendre vraiment la totalité de l'enquête. Il y a des termes qui sont utilisés, tu les comprends absolument pas, bien sûr. Donc je pense que tu donnes ce film à un mec qui a le même métier que Pierre Ninet dans le film, il est aux anges. Pour des gars lambda comme nous,
Il est aussi aux anges parce que c'est un très bon film, mais un peu moins quand même. Mais à part ça, très bon film, encore une fois, très divertissant, très intelligent, très beau à regarder, acteur au top. C'est un film qui est presque parfait en fait. Enfin voilà, et en plus c'est un film français. Et dans le cinéma français, voir des films aussi bons, c'est très rare. Des films qui essaient d'inventer un peu parce que, encore une fois, je me répète, hein, mais le cinéma français, c'est dans 90% des cas des comédies ou des films d'auteur que personne connaît, que personne regarde. Et là, c'est ni l'un ni l'autre, donc c'est très cool. On passe à un film sur lequel j'ai beaucoup de choses à dire, un film que les gens attendent depuis très longtemps. Il me semble qu'il a été annoncé il y a vraiment pas mal de temps, et après il y a eu le Covid qui a fait que le film a été repoussé pas mal de fois, bien sûr, hein, comme tous. Les gens n'ont pas été déçus, et moi non plus. Je parle du film Dune. Dune, du coup, la seconde adaptation, enfin la deuxième adaptation cinématographique du roman. La première avait été réalisée par David Lynch et avait été un véritable échec, on va pas se mentir. Et là, c'est Denis Villeneuve, le réalisateur canadien, qui a réalisé Blade Runner 2049, Premier Contact. C'est donc lui qui s'y colle, il apporte parfaitement sa pièce à l'édifice. Édifice qui est lui-même, je pense, assez fidèle à l'histoire de Dune en elle-même. C'est pas, je pense, remodelé complètement par Villeneuve. Mais en même temps, Dune, en tout cas cette adaptation-là, c'est très singulier, c'est je vais pas dire du jamais vu parce que voilà, des films de science-fiction comme ça, on en a déjà vu, bien sûr. Rien que dans la filmographie de Denis Villeneuve, il n'y a que ça. Ou même, encore une fois, chez Star Wars ou dans des films comme ça, enfin bref. Mais c'est un univers génial qui développe, qui introduit des personnages hauts en couleur, qu'il y en a beaucoup. D'ailleurs, niveau de l'univers en lui-même, donc comme je l'ai déjà dit, je l'ai trouvé très intéressant. Pour moi, c'est une sorte de mélange entre Game of Thrones et Star Wars. La politique de Star Wars, le schéma narratif de Star Wars, mais en même temps, les mœurs de Game of Thrones. Je pense que la dernière fois qu'on avait vu un film avec un casting aussi lourd, c'était peut-être Avengers Endgame en 2019, et encore, ça compte pas vraiment parce que, voilà, c'est les acteurs du MCU qui sont là depuis des années et des années, donc ça compte pas vraiment. Dune propose un casting, mais c'est un truc de malade. Timothée Chalamet, que j'aime, enfin que voilà, qui est pour moi un peu surcoté, mais qui reste un bon acteur et qui est bon dans le film. Zendaya, bon Zendaya, je vous le dis, si vous allez voir le film juste pour elle, on la voit 10 minutes dans le film, donc ça sert à rien. Zendaya, bon, comme je l'ai dit, on la voit 10 minutes, donc passons. Oscar Isaac, qui joue le père de Timothée Chalamet, qui est incroyable. Un charisme incroyable. Il y a Josh Brolin que j'aime pas, mais qui est bon dans le film et qui est un acteur pas légendaire, mais un acteur assez connu et assez bankable. Jason Momoa, pareil, très très bon acteur. Javier Bardem, Rebecca Ferguson. Là, j'avoue, dans le film, elle m'a cassé les couilles. J'aime bien cette actrice d'habitude, mais là, elle passe le film à pleurer et ça m'a fait chier. Sans oublier Bill Skarsgård, qui joue un gros porc dictateur, tyran, un gros connard. J'espère qu'on va le voir dans les suites parce que c'est un personnage qui a l'air super intéressant. Et Stellan Skarsgård, j'ai dit Bill Skarsgård tantôt, bref, Stellan Skarsgård, hein, Bill c'est son fils, et époustouflant comme d'hab. C'est un film très long qui dure 2h30 quand même, et malgré ça, le rythme est parfait, on s'ennuie pas une seule seconde. Niveau des effets visuels, niveau de la photographie, niveau des décors, des costumes, des accessoires, j'ai rien à dire. C'est parfait, c'est magnifique, c'est réaliste, c'est une vraie claque visuelle de 2h30. Par contre, et j'espère que les suites amélioreront ça, sinon je vais péter un câble, il y a des personnages qui sont extrêmement sous-exploités malgré leur potentiel, que ce soit au niveau de l'acteur qui l'incarne ou même du personnage en lui-même. Quand on regarde, les seuls personnages qu'on voit beaucoup, c'est Timothée Chalamet, sa mère, et c'est tout. Vous voyez l'affiche, vous vous dites oh putain, le casting de ouf, les personnages qui a l'air d'avoir et tout. Oui, mais en vrai, l'affiche, si tu laisses juste Timothée Chalamet et Rebecca Ferguson, c'est pareil quoi. Donc j'ai trouvé ça très dommage, mais pour le reste, film incroyable. Je m'y attendais, hein, on s'y attendait tous, on n'a pas été déçus, heureusement. Si ce film-là nous avait déçus, je pense qu'on aurait tous fait un burn-out, une dépression, parce que c'était pas possible. Bien sûr, je vous conseille d'aller le voir, mais je pense que pour la plupart d'entre vous, c'est déjà fait. Ensuite, on reste dans le cinéma américain, quoique le film dont je vais parler maintenant est mi-américain, mi-français. C'est un film qui se déroule et aux États-Unis et en France, et ça développe une histoire que j'ai trouvée assez intéressante, et c'est honnêtement un bon film que j'ai été voir. C'est le film Stillwater. Lui aussi, c'est un film qu'on attend quand même pas mal depuis pas mal de temps, et rien que le concept entre guillemets du film, ça m'a directement attiré.
Quand je dis concept, je parle de quoi? Je parle du fait que Matt Damon, qui est un des acteurs américains les plus bankable à l'heure actuelle, fasse un film à Marseille avec Camille Cotin. Alors, bien sûr, Camille Cotin est en train d'entamer une petite carrière, c'est vrai, aux États-Unis, notamment avec House of Gucci de Ridley Scott qui sortira bientôt. Mais on va pas se mentir, ce casting n'a aucun sens. C'est un mélange qui, curieusement, marche très bien dans le film, mais qui, on va pas se mentir, sur papier, tu te dis what the fuck. Matt Damon, Camille Cotin. Alors, au niveau de la fiction en elle-même, bah, c'est plus ou moins la même chose. C'est un mec qui vient du fin fond des States, qui débarque à Marseille et qui rencontre une Française qui habite là. Leur rencontre, elle est improbable aussi. Donc en fait, la rencontre des deux personnages est tout aussi improbable que la rencontre artistique des deux acteurs. Et c'est ce contraste-là que j'ai, enfin ce contraste, cet équilibre, cette comparaison que j'ai trouvé géniale en fait. Je me suis dit mais en fait c'est la même chose. D'ailleurs les deux acteurs sont géniaux. Matt Damon on ne le présente plus. Voilà, il a fait des films avec Martin Scorsese, avec Ridley Scott. Enfin bref, Matt Damon is Matt Damon. Et Pambar, par contre, dans le film, il a pris un coup de vieux de ouf. Hein. Et Camille Cotin, très bonne actrice française. C'est pas un film d'action, c'est pas un film comme Dune, c'est pas un film qui, sur papier, va te proposer un divertissement de dingue, qui va te scotcher à ton siège tout le long du film. Pas du tout, mais malgré les 2h20 de film quand même, hein, c'est seulement 10 minutes en moins que Dune, ça passe très vite. Ça s'explique sans doute par une thématique, une des thématiques principales du scénario, c'est l'évolution de la relation entre les personnages, donc entre le personnage de Matt Damon, j'ai oublié son nom, Bill je crois, et bah, du coup Camille Cotin et sa fille. C'est un triangle qui évolue tout le long du film et c'est les trois personnages très attachants et leur relation évolue de façon très belle, donc c'est vrai que ça aussi ça aide à ne pas se perdre dans le film et à aimer le film tout simplement. Tom McCarthy nous propose une mise en scène nulle. On l'oublie complètement, c'est vide artistiquement, il n'y a rien de proposé, c'est complètement chiant à ce niveau-là. En revanche, la photographie est géniale, enfin elle est très belle je trouve. La fin est assez surprenante, je m'attendais pas à ce type de fin, honnêtement. Je m'attendais à quelque chose de beaucoup plus happy, j'en dis pas plus. En revanche, le reste du film est complètement prévisible, mais du début à la fin, et c'est vrai qu'il y a certaines scènes où tu te dis... on sait très bien comment ça va se finir, donc allez-y abrégez parce que 2h20 pour quelque chose d'aussi prévisible c'est quand même con. Aussi quelque chose de très con dans un film de 2h20, c'est le fait que la fin, même si elle est surprenante, est bâclée, elle dure 5 minutes. Et j'ai dit que la fin était surprenante, oui, mais la fin est nulle. Tu te dis mais en fait, qu'est-ce que je fais là? Pourquoi j'ai été voir ce film en fait? Ça a servi à rien. Le film est bon, hein, mais quand le film est fini, tu te dis ouais mais en fait, c'est tout. C'est juste ça. J'avoue, je suis un peu dur. Le film est bon. Je vous conseillerais dans l'ensemble d'y aller le voir. Ne vous attendez pas à un chef-d'œuvre, mais j'ai bien aimé le film. Et encore une fois, bon, voilà, il a des défauts, bien sûr, mais c'est un bon film, honnêtement. Pour le 7e et avant-dernier film, on va parler d'un film que j'attends depuis pas mal de temps. Au niveau du casting et même au niveau de l'histoire, j'ai vu la bande-annonce il y a quelques mois et je me suis dit, ce film-là, il faut absolument que j'aille le voir. C'est une comédie française qui a été, franchement, comparé à d'habitude, assez bien accueilli par la critique. C'est le film Pourri gâté, avec Gérard Jugnot, Artus, Camilou et Luca Meliava, je crois qu'il s'appelle, et Tom Leb aussi. On va pas se mentir, j'attends ce film depuis pas mal de temps grâce au casting. Surtout Artus, c'est un mec qui me fait ultra rire et qui est un très bon acteur. Voilà, il a joué dans le Bureau des légendes, ce qui est quand même pas rien. Et là, je pense qu'il y a une petite carrière au cinéma qui est en train de commencer. Il me semble qu'il est sur un projet en ce moment de film, et tous les acteurs honnêtement sont très bons dans le film. Bon, Junio bien sûr, c'est l'expérience qui fait que, hein, Junio il fait des films depuis des dizaines d'années, on le présente plus et évidemment il est très bon dans le film. Luca Meliava, je connaissais pas cet acteur, je le connais toujours pas, je connais juste son nom, parce qu'il a rien fait d'autre hein, quand on regarde. Mais pourtant, très bon acteur, j'espère que ce film va lui permettre d'entamer enfin une carrière au cinéma. Camilou, très bonne actrice, voilà, elle a joué Guenièvre dans la comédie musicale La Légende du Roi Arthur. Donc c'est une très bonne actrice et elle le prouve ici, franchement, j'ai rien à dire. C'est surtout Artus que j'ai aimé. Il y a aussi Tom Leb aussi qui est très bon, qui imite un accent espagnol tout le long du film. Décidément, chez les Leb, ils ont le don pour imiter des accents, c'est un truc de ouf. Bref, revenons à Artus. Encore une fois, j'aime beaucoup ce mec. Il m'a fait hyper rire tout le long du film. C'est de l'humour d'Artus. J'avais pas l'impression de voir Philippe, donc le nom de son personnage, dans le film. J'avais l'impression de voir Artus faire un sketch. Hein, ça, c'est vrai que c'est un peu dommage, mais il est très bon acteur, je trouve.
Bon, rien d'extraordinaire, c'est pas des performances, enfin il ne propose pas une performance digne d'un Molière ou d'un César, mais voilà, je trouve que c'est plus que respectable pour tous les comédiens qui jouent dans le film, hein, mais Artus en particulier. Bien sûr, rien qu'en voyant la bande-annonce, vous savez de quoi le film va parler, les thématiques qu'il va aborder, à savoir le fait que l'argent ne tombe pas du ciel, qu'il faut travailler, qu'il faut mériter cet argent, même si on en a beaucoup, il faut qu'on travaille pour. C'est une thématique qui est très importante, je trouve, qui est très cool à relater. C'est vrai que bon, le film le fait de manière extrêmement explicite. Ça aurait peut-être pu être fait de manière un peu plus subtile, avec un peu plus de finesse, et ça c'est vrai que c'est un petit peu dommage. Les vannes marchent très bien, honnêtement. Il y a une scène qui m'a fait, je pense que c'est la scène qui m'a fait le plus rire, c'est la battle de répartie entre les trois enfants de Francis. Autre point qui m'a surpris pour un film français, pour une comédie française comme ça, c'est le film visuellement. Belle photographie, pas mauvaise mise en scène du tout, c'est très agréable à regarder, surtout au début du film, les premiers plans, enfin les plans aériens sur Monaco. Les couleurs et tout, c'est très bien fait. Il y a une scène notamment où ils jouent tous les quatre à la pétanque dans un jardin avec un coucher de soleil. Dans cette scène-là, particulièrement, les couleurs sont super bien travaillées. Ça donne une scène qui te donne vraiment envie d'être en vacances, même si tu ne l'es pas, même si tu es en plein mois d'octobre. Par contre, film un peu cliché qui aborde ces thématiques de manière aussi un peu cliché. Voilà, quand on parle de riches, on parle pas de petits riches, on parle vraiment de mecs qui ne foutent rien, un pseudo homme d'affaires qui balance que des idées de merde, une vraie pétasse narcissique, égocentrique, superficielle, et un vrai glandeur qui se tape toutes les nanas qu'il voit. Enfin bref, vous voyez le genre de personnage. C'est du déjà vu, leur relation, même pas forcément leur relation, enfin si, l'évolution de leur relation et l'évolution des personnages en elles-mêmes, c'est du déjà vu aussi, c'est totalement prévisible, bien sûr. Peut-être que le but du film n'était pas d'être imprévisible, hein, évidemment, mais ça reste un peu dommage. Mais si pas, j'ai vraiment bien aimé le film, il m'a pas du tout déçu. Je vous le conseille, honnêtement. Pour une comédie française, c'est très efficace, ça change un peu de ce qu'on a l'habitude de voir. Et rien que pour Artus, il faut aller voir le film. Et pour terminer, on va parler du premier film qui a été reporté à cause de la Covid-19 il y a 1 an et demi. Il sort enfin maintenant, il me semble qu'il n'est même pas encore sorti en France à l'heure où je tourne cette vidéo, je pense qu'il sort demain. Enfin, à l'heure où je tourne, donc mercredi combien? Mercredi 6. C'est le 25e film de la saga James Bond, rien que ça, le film Mourir peut attendre. J'avais très peur de voir ce film. Pourquoi? Parce que je me suis dit, 1 an et demi d'attente pour un James Bond, enfin même plus, 6 ans d'attente en tout pour un James Bond, c'est beaucoup trop. On va forcément être déçu. Parce qu'un James Bond, c'est un événement à chaque fois, mais c'est toujours les mêmes... Enfin, non, c'est pas toujours les mêmes films, mais ça reste un James Bond. Et je me suis dit, si c'est un James Bond normal, on va être déçu parce que ça fait 6 ans qu'on l'attend, et 6 ans pour un film James Bond normal, forcément ça va nous décevoir. Donc j'avais très peur de ce film, j'étais très sceptique, mais au final, là c'est vraiment, pour moi, le film James Bond qui se démarque le plus de tous, des 25 films, sans exagérer. Donc beaucoup de prise de risque, un scénario très divertissant. Il me semble que c'est le film le plus long de la saga, il dure 2h30. Donc scénario très bon. La fin du film, je vais pas la dire bien sûr parce que le film est même pas encore sorti en France, enfin ou à peine sorti en France, mais je vais pas la dire. Mais je ne veux pas qu'il y ait de suite. Et une nouvelle saga James Bond va voir le jour dans quelques années et je ne veux pas. J'adore James Bond, j'aime beaucoup cette saga, mais je ne veux pas. La fin de Mourir peut attendre est parfaite. Comme c'est souvent le cas dans les James Bond, surtout depuis que Daniel Craig est arrivé, le casting est bien sûr génial. Donc bah voilà, Daniel Craig revient évidemment, Ralph Fiennes aussi. Enfin bref, la troupe qu'on a l'habitude de voir. Il y a aussi du coup qui arrive Ana de Armas, Rami Malek, Lashana Lynch aussi. Il y a Léa Seydoux, qui pour moi est une très mauvaise actrice. Hein, je vais pas le cacher. Hein. Léa Seydoux, mauvaise dans Spectre et dans Mourir peut attendre aussi. En revanche, Daniel Craig, bah voilà, c'est Daniel Craig. Comme pour Dune, c'est un film très long, il dure non pas 2h30 mais 2h45. C'est énorme, pour un James Bond, c'est du jamais vu. Et pourtant, ça passe très très vite. Et comme pour Dune, c'est le même point négatif que j'ai relevé, c'est les personnages, beaucoup de personnages qui sont sous-exploités malgré leur potentiel. Le personnage de Ana de Armas notamment, on la voit 10 minutes, on la voit presque autant dans la bande-annonce que dans le film, c'est une catastrophe. Mais également Blofeld, qui apparaît dans le film, qui est joué par Christophe Waltz, j'ai même pas parlé de Christophe Waltz,
qui est évidemment le meilleur acteur de ce film, hein, mais bon, voilà, il apparaît pas beaucoup non plus. Bon, là, vous allez me dire, c'est un peu logique parce que Blofeld est en prison. Oui, mais quand même, c'est un peu chiant. Quand t'as Christophe Valls dans ton film, t'essaies quand même de le faire jouer un peu plus de 10 minutes. Le grand méchant du film, joué par Rami Malek, lui aussi, n'apparaît pas beaucoup. Je vais pas vous spoiler, mais on la voit un peu au début, un peu à la fin, un plus à la fin quand même, mais c'est encore une fois, c'est pour un grand méchant et pour un méchant avec un aussi gros potentiel, que ce soit au niveau de l'acteur ou du personnage en lui-même, je trouve qu'on le voit vraiment pas beaucoup. Donc ça aussi, c'est très dommage. Mais j'ai été conquis par ce James Bond, j'espère que ce sera le cas aussi pour vous. Voilà, j'attends les premières critiques. Comme le film n'est pas encore sorti en France, bah forcément les critiques sont pas encore là, enfin les notes sont pas encore là. Mais j'espère que ce sera positif, en tout cas je pense que le film le mérite. Donc voilà les gars, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère qu'elle vous aura donné envie d'aller voir les films que je vous ai conseillés, j'espère aussi qu'elle vous aura donné envie de ne pas aller voir les films que je vous ai déconseillés, il n'y en a qu'un seul en fait. On se retrouve bien sûr le mois prochain pour le point ciné sur octobre 2021, mais bien évidemment on se retrouve bien sûr tous les vendredis pour une nouvelle vidéo. Le vendredi prochain ce sera, il me semble, le 3e épisode de Dans son rôle sur Tom Holland, hein. Ça fait plusieurs semaines que je vous dis qu'il va sortir, cette fois normalement c'est bon. D'ici là je vous dis à très bientôt, salut.